dont le champ de recherche est on va dire, au niveau de l'agroécologie des territoires, on va appeler ça comme ça, et qui s'ancre sur une zone, on détaillera tout à l'heure, sur une zone dite atelier de 45 000 hectares au sud de Niort, entre Niort et Chizec. Et donc Vincent a intitulé sa conférence « Solutions fondées sur la nature en agriculture, production, alimentation et santé ». Et c'est, je dirais, un moyen de réconcilier la nature et l'agriculture, en quelque sorte. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Je suis très honoré et très content de vous rencontrer cet après-midi. Je ne suis pas venu tout seul, je suis avec Sabrina Gaba, qui est une collègue, qui est directrice de recherche à INRAE, dans la même équipe, et à co-dirige les deux à la fois le programme et la zone atelier. Vous n'entendez rien. Alors, vous me dites c'est bon. Vous me dites comment il faut que je m'oriente. C'est le point. Non, je ne pense pas, c'est le micro qui. Je pense que c'est dans la salle qui est derrière. Ah oui, c'est dans la salle qui est derrière. Ça va faire la même chose avec l'autre, non? Ah, mais on peut retirer le panneau. Attendez, on va retirer le panneau. Bon, c'est mieux. Ouais, bon. Donc il y aura 3 temps dans cet exposé. Je vais prendre un petit peu de temps pour revenir sur le contexte actuel, alors pas le contexte politique, bien que ce ne soit pas complètement indépendant, mais plutôt sur le contexte climatique et environnemental. Après, je vous parlerai assez longuement des relations entre biodiversité et agriculture. C'est des relations qui vont dans les deux sens. Et puis après, je vous parlerai des solutions systémiques, puisque ça concerne l'agriculture, l'alimentation et la santé, qu'on essaye actuellement de mettre en place sur notre site d'études avec les habitants du territoire et les agriculteurs. Alors, je démarre, si ça veut bien. Alors, on peut miser un petit peu dans le contexte. En fait, notre zone atelier, ce programme de recherche, il est aujourd'hui dans sa 33e année. Il a démarré en 1994. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un petit retour en arrière. Alors en 1994, la flèche, elle vous indique la population humaine à l'époque. Il doit y avoir une étoile rouge qui va apparaître. Si tout se passe bien, voilà. Ça, c'est la population humaine en 1994 et la population humaine aujourd'hui. Donc vous voyez que ça a quand même pas mal augmenté. Il en est de même, c'est même encore beaucoup plus impressionnant pour le PIB, qui a à peu près été multiplié par à peu près 4 depuis 1994. L'étoile rouge, c'est l'année 1994. Et ça s'est évidemment accompagné de ce qu'on appelle des externalités négatives. Alors la première, c'est l'évolution du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc l'étoile, c'est encore 1994. On a à peu près augmenté de un peu plus de 10% depuis cette époque. Et puis l'autre externalité négative, c'est évidemment l'augmentation de la température atmosphérique, où on était en 1994 à peu près à 0,5 degrés au-dessus de l'ère pré-industrielle. Aujourd'hui, on est en train de flirter avec les 2 degrés. En région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est 2,7 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. On va beaucoup plus vite que la moyenne à la fois nationale et planétaire dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis tout ça, ça a eu des conséquences, notamment sur la biodiversité, avec le déclin des populations d'oiseaux. Donc ça, c'est des dénombrements qui sont faits à l'échelle de l'Europe. Vous avez plusieurs catégories d'oiseaux. La ligne bleue, c'est les oiseaux des milieux agricoles. La ligne bleu ciel, par exemple, c'est les oiseaux des milieux forestiers. Donc tous les oiseaux n'ont pas décliné, mais les oiseaux des milieux agricoles ont perdu à peu près 30% de leurs effectifs en l'espace de 25 ans. C'est valable pour la France, pour l'Europe et pour l'Amérique du Nord également. Et du côté agricole, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez troublant. C'est la barre rouge, cette fois, c'est pas une étoile, qui vous montre l'année 1994, et vous avez ici les 10 principales productions en France. Donc ça inclut la pomme de terre, le maïs, la vigne, le blé. Et en fait, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est depuis une trentaine d'années à peu près,
les productions des grandes cultures ou de la vigne en France se sont stabilisées, voire même ont commencé à diminuer. C'est le cas par exemple du blé. Donc voilà, ça c'est un petit peu le cadre, on va dire, historique de ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années. Et je voudrais maintenant pointer l'année 2023, qui fait un petit peu office de point de rupture sur le plan climatique. Donc ce que vous avez, les lignes grises, c'est 40 ans de données climatiques sur différents paramètres. Je ne vais pas tous les détailler, je vais en prendre un au hasard. Mettons, vous avez en haut à droite, c'est l'étendue de la glace antarctique. Donc vous avez 40 ans de données, puis la ligne rouge, c'est 2023. Et vous voyez que sur un grand nombre de paramètres climatiques mondiaux, l'année 2023 a été complètement exceptionnelle. Et le graphique en bas à droite, c'est les incendies au Canada, où là, on est vraiment complètement sorti de ce qu'on pourrait appeler la norme. Alors cette année 2023, elle a été un petit peu un point de bascule. Vous l'avez ici, alors, cette fois-ci, c'est la température extérieure. Elle est prise à 2 mètres du sol. Donc vous avez, pareil, c'est le même principe, les lignes bleues, c'est les 60 dernières années. Vous avez le niveau pré-industriel, c'est la ligne verte horizontale en bas. Donc vous voyez, plus c'est clair, plus c'est récent, donc vous voyez bien l'augmentation de la température. Puis vous avez l'année 2023 en jaune, et puis le début de l'année, enfin les 6 premiers mois de l'année 2024 en rouge. Et vous voyez là encore qu'on est complètement sorti de la gamme de variation des températures à l'échelle des 60 dernières années. Et ce phénomène, en fait, il s'est poursuivi. Vous avez ici, c'est le même principe, c'est la température extérieure à l'échelle de la planète. Donc 2023 est en orange, 2024 est en rouge. Et vous voyez que début 2025, on était encore en dehors de la gamme classique des variations de température. Ça s'est poursuivi pendant l'année 2025. Alors là, j'ai changé de paramètre, c'est plutôt la température à la surface des océans. Mais vous voyez quand même les écarts. On est plus d'un demi-degré à l'échelle des océans de la planète, au-dessus de la moyenne des 60 dernières années, et plus d'un degré au-delà de l'ère pré-industrielle. Et puis ça, c'est de nouveau les températures d'eau de mer, et vous avez le début 2026, là c'est maintenant. Donc vous voyez que 2023 en jaune, 2024 en rouge, 2025 en plus sombre, et 2026 à l'extrême gauche de la courbe, ça fait maintenant 4 années qu'on est sorti de la gamme de variation des 60 dernières années sur le plan planétaire, sur le plan climatique. Moi, je trouve ça très sidérant, quelque part. Ça interroge même, dans une certaine mesure, à mon avis, c'est pas ce que disent les climatologues, qui sont très confiants dans leurs modèles, mais moi, je trouve que ça interroge quand même la qualité et la validité des modèles, puisqu'on sort de la gamme de variation sur laquelle ils ont été construits. Donc ça, c'est peut-être notre histoire, mais voilà un petit peu où on en est sur le plan climatique. Bien évidemment, vous le ressentez tous autour de vous. Donc ça, c'était l'aspect climatique, mais je ne voudrais surtout pas commettre l'erreur de restreindre les problématiques environnementales à la problématique du changement climatique ou du gaz carbonique dans l'atmosphère. Et je voudrais vous montrer ce qui se passe un petit peu du point de vue des écosystèmes et de la nature. Alors ça, c'est un petit graphique très simple qui vous représente les proportions relatives de la biomasse, c'est-à-dire de tous les êtres vivants sur la Terre. Et ce que vous voyez en vert, c'est les plantes. Et en fait, c'est essentiellement les arbres qui, à eux tout seuls, font à peu près les 3/4 de la biomasse de la nature sur Terre. Et puis, vous ne pouvez même pas le détecter. Tout en bas, il y a une ligne un peu plus sombre, ce sont les animaux. Et parmi les animaux, vous avez un zoom à droite qui vous représente le poids en masse, en fait, des humains, c'est-à-dire 0,01% du poids des êtres vivants sur la Terre. C'est pas beaucoup, hein. Mais ces humains, en fait, quand on regarde les mammifères, la vision est tout autre. Parmi l'ensemble des mammifères de la planète, l'homme est un mammifère. L'homme, à lui tout seul, c'est 30% à peu près du poids de tous les mammifères de la planète. Mais plus sidérant encore, les animaux commensaux de l'homme, au premier rang desquels les animaux domestiques comme les vaches, les moutons, les chèvres, ainsi de suite, représentent 60% du poids total des mammifères. Et aujourd'hui, les mammifères sauvages, à l'échelle de la surface du globe, c'est moins de 4% du poids total de tous les mammifères. Donc à l'espace de 12 000 ans, on est passé de pratiquement 100% de biomasse des mammifères sauvages à aujourd'hui moins de 4%. Donc ça vous donne quand même, je pense, une image
assez réaliste de ce qu'on peut appeler l'empreinte environnementale de l'homme sur la biosphère, sur les écosystèmes terrestres. Mais c'est pas tout, parce que l'homme, non seulement il est accompagné d'animaux commensaux, comme les animaux domestiques, mais il fabrique beaucoup de choses, des outils, des routes, des buildings, du béton. Et quand on regarde l'évolution au cours on va dire, du dernier siècle, 125 ans, à peu près 130 ans d'évolution, vous avez ici la biomasse de tous les êtres vivants. Donc je vous rappelle, c'est essentiellement les arbres. Hein. Cette biomasse, elle a diminué au cours des 120 dernières années parce qu'on a continué à couper les forêts. Et comme l'essentiel de la biomasse, c'est les arbres, et bien ça se répercute sur l'évolution de la biomasse à l'échelle terrestre. Et puis ça, c'est le poids de tout ce qu'a fabriqué l'homme au cours des 120 dernières années. C'est ce qu'on appelle l'anthropomasse. Alors c'est essentiellement des buildings, des villes, des routes. Et vous voyez que le poids de ces outils humains a augmenté de manière exponentielle, au point, en 2019, à une demi-année près, quelques années près, au point de dépasser le poids de l'ensemble de la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on s'amuse à comparer la nature, qui est cette espèce de building en verre, à ce qu'a fabriqué l'homme, qui est ce building en gris. En gris, ici, par exemple, c'est le béton, ça, c'est les briques. Vous avez l'asphalte ici. Et bien, le poids de ce qu'a fabriqué l'homme a dépassé le poids de la nature. Ça aussi, c'est une bonne image, un bon marqueur, je crois, de l'empreinte environnementale de l'homme sur la nature. Alors, j'en viens maintenant à l'agriculture. Quand on parle agriculture, généralement, quand on se projette sur les 50 dernières années, on a ce qu'on appelle la révolution verte. Et la révolution verte, et elle porte son nom pour cette raison, c'est la capacité qu'a eu l'homme, et l'homme agriculteur en particulier, d'augmenter les productions animales, c'est le trait noir ici, et les productions végétales, c'est le trait rouge. Alors, pas seulement les augmenter, en fait, on les a pratiquement multipliées par 10. La productivité a été multipliée pratiquement par 10 en 70 ans, productivité de la nourriture, alors que les surfaces mises en culture ou les surfaces en prairie sont restées stables. Donc c'est vraiment une multiplication de la productivité, soit par heure, soit par hectare, vous le calculez comme vous voulez, mais c'est véritablement tout à fait spectaculaire, et c'est ça qu'on appelle la révolution verte. Alors cette multiplication quasi exponentielle de la productivité, elle ne s'est pas faite comme ça, uniquement en tout cas par le génie génétique. On a en même temps utilisé de plus en plus de ressources pour augmenter cette productivité, et notamment on a utilisé de plus en plus d'azote. C'est à l'échelle mondiale, hein, c'est graphique. L'azote est ici, l'utilisation de l'eau pour l'irrigation, ou l'utilisation du phosphore. Donc, en fait, cette révolution verte, elle dépend avant tout de l'utilisation de la mécanisation et de l'agrochimie, en réalité. Et ça, cette évolution de l'agriculture sur 70 ans, elle s'est accompagnée d'un effondrement de la biodiversité, notamment dans les milieux agricoles. Je vous ai montré tout à l'heure le cas des oiseaux. Ça, c'est un autre exemple d'oiseau, c'est la perdrix grise. Ce sont des données qui proviennent du sud des Deux-Sèvres. On a perdu 95% des effectifs en l'espace de 30 ans. Ça, c'est l'évolution des populations de différentes espèces de serpents. Ça, c'est l'évolution du lapin de Garenne en Angleterre, moins 60% des effectifs en l'espace de 30 ans. L'évolution des insectes en Allemagne, 75% de diminution au cours des 30 dernières années. Et ça, c'est l'évolution des différentes espèces de papillons diurnes en Europe ou dans différents pays d'Europe. On a perdu en France à peu près 90% des populations en abondance de papillons. Donc c'est des chiffres tout à fait extravagants en fait. Hein. On a du mal même à réaliser ce que ça veut dire. Même un écologue comme moi a du mal à comprendre la signification de ces chiffres. Alors ça, c'était la biodiversité qu'on va qualifier de sauvage. Vous voyez ici l'évolution des populations d'abeilles domestiques en Amérique du Nord. Et les Nord-Américains ont perdu à peu près la moitié de l'effectif des populations d'abeilles dans l'espace de 50 ans. Et puis ça affecte aussi la biodiversité cultivée. Ça, c'est différentes variétés de maïs et différentes variétés de haricots. C'est de plantes qui proviennent d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Et faites-vous l'exercice mental de savoir combien de types de maïs vous avez vu dans votre vie et combien vous en avez mangé.
En fait, la plupart de ces variétés ou races ont maintenant disparu. Il faut savoir qu'en France, par exemple, on a perdu à peu près les 2 tiers des races rustiques de vaches et à peu près 1 tiers des poules, déjà. Donc c'est pas qu'une question de biodiversité, entre guillemets, sauvage, ça affecte aussi la biodiversité cultivée. Alors je vais reprendre un dernier exemple pour les oiseaux, parce que c'est là où on a les meilleures données, à l'échelle française et à l'échelle européenne et même mondiale, et c'est tout à fait, encore une fois, stupéfiant. Donc ça, c'est l'évolution des populations d'oiseaux en Europe. Plus c'est rouge, plus le déclin est marqué. Donc vous voyez que la Suède a beaucoup perdu de ses effectifs, mais la France, c'est pas mal non plus. Le Portugal, en gros, vous avez quand même toute l'Europe, et en particulier l'Europe de l'Ouest, qui a connu la PAC avant l'Europe de l'Est, qui est en déclin. Donc ça, ce sont des données anglaises, par exemple. Il y a 50 ans de recul historique, là, chez les Anglais. Ils ont de très bonnes données. Et ça, c'est l'évolution des populations d'oiseaux dans les milieux agricoles. Donc eux, en 60 ans, ils ont perdu 60%. Le chiffre, il est facile à retenir. On perd 1% d'abondance des oiseaux tous les ans. En Angleterre, en France, en Europe ou en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, ils ont même pu aller plus loin. Il y a aussi là à peu près 50 ans de données. Ils ont pu chiffrer en nombre d'individus ce que ça représente. Et en Amérique du Nord, donc c'est États-Unis plus Canada, ils ont perdu 3 milliards d'oiseaux en 50 ans, 3 milliards d'individus. Et l'essentiel de ces individus, c'est ceux des milieux agricoles, mais vous avez d'autres milieux ici comme les milieux aquatiques, mais c'est surtout dans les milieux agricoles que cette extinction est tout à fait spectaculaire. Le dernier exemple, je vais revenir à la perdrix grise, avec l'évolution des populations de cette espèce dans 3 pays d'Europe. Vous avez le Danemark, la Hollande et l'Angleterre. C'est pas très important de savoir quel est le pays. Ce que vous voyez simplement, c'est que les déclins ne sont pas synchrones, ils ne sont pas simultanés. Et ça correspond à l'entrée de ces pays dans le modèle agricole industriel. Mais ce que je voulais vous montrer surtout à travers cet exemple de la perdrix, c'est encore une fois des données anglaises. Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas 50 ans de données pour cette espèce, ils en ont à peu près 170. Ici, c'est à peu près la naissance de Darwin. Donc, vous avez l'évolution des populations de perdrix grises en Angleterre. C'est pas vraiment l'évolution des abondances, en fait, c'est l'évolution du nombre d'oiseaux tués à la chasse, parce que ça a été relevé, comté par comté, systématiquement depuis pratiquement 2 siècles, en fait, en Angleterre. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est ce graphique que je vous ai montré à l'instant, qui était basé sur les années 70-2015. Voilà sa place dans le graphique anglais sur les 2 derniers siècles. Et ça vous donne une idée de l'effondrement, parce que je pense qu'on ne peut pas parler d'autre chose, de cette espèce en Angleterre, mais tout nous indique qu'il s'est passé la même chose, même si on n'a pas les données dans les autres pays d'Europe, et notamment en France. Donc là, on parle d'un effondrement de plus de 99% en abondance numérique. Alors, il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé, des collègues qui ont travaillé sur ces questions, pourquoi les oiseaux déclinent, et on le sait bien aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'études. Il y a 2 raisons principales, je vais commencer par celle-ci, la baisse des disponibilités alimentaires, notamment les insectes, et cette baisse, elle est liée à l'utilisation principalement des insecticides et des herbicides, mais je reviendrai sur la problématique des pesticides dans un instant en détail. Et puis il y a un deuxième facteur qui est un peu moins important, mais qui est quand même important en tant que tel, qui est la diminution ou la disparition des sites de reproduction pour ces oiseaux, et notamment par l'uniformisation des habitats, l'agrandissement des parcelles, la monoculture, voilà, qui font qu'il y a moins de diversité d'habitats et donc moins de place pour les oiseaux sauvages pour se reproduire. Donc tout ça, ça nous amène à un constat qui est l'impact de l'agriculture sur l'environnement de manière générale. L'agriculture, donc c'est un modèle productiviste qui est ce qu'on appelle au carrefour des enjeux de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est la nouvelle époque qu'on est en train de vivre, qui est caractérisée par l'impact de l'homme sur l'évolution de la Terre, à la fois la biosphère, mais également sur la géologie et la climatologie de la Terre. Alors ce modèle agricole productiviste, il est caractérisé par une dépendance extrême aux énergies fossiles. Il faut savoir par exemple qu'il faut environ l'équivalent de 600 litres de pétrole pour faire un hectare de blé, parce qu'on met environ 200 kg d'azote à l'hectare, et 1 kg d'azote c'est à peu près 3 litres de gasoil. C'est fait avec du gaz en fait, mais c'est l'équivalent de 3 litres de gasoil. Et il nous faut aujourd'hui à peu près 7 calories, donc c'est une mesure d'énergie, pour fabriquer 1 calorie de nourriture. Et sur ces 7 calories, il y en a 5 qui viennent du pétrole. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise autant de calories?
C'est parce que la nourriture aujourd'hui elle est transformée, transportée, réfrigérée. C'est ça qui coûte beaucoup de calories. À titre d'information, au Moyen-Âge, quand il y avait surtout de la traction animale et humaine, et du travail humain, 1 calorie de travail produisait 2 calories de nourriture. Donc ça vous donne une idée de l'écart. Hein. Et je pense qu'il ne faut pas être grand clair pour imaginer que ça ne va pas être durable très longtemps, cette histoire, parce que l'énergie, notamment pétrole ou gaz, ben, elle n'est pas en infinité, en disponibilité infinie sur la Terre. Donc ça présage de problèmes à venir dont on a peut-être déjà les premiers soubresauts. L'agriculture, elle est aussi à l'origine d'une bonne partie des gaz à effet de serre, à peu près 1/3, donc c'est quand même pas rien. Hein. Et surtout, dans l'agriculture, il n'y a aucun signe de déclin de la prépondérance de cette activité sur les gaz à effet de serre. On diminue beaucoup pour la voiture, même pour l'industrie. Pour l'instant, il n'y a pas le moindre prémisse d'une diminution du côté de l'agriculture. L'agriculture, elle a transformé les sols à l'échelle de la planète au point qu'aujourd'hui, 15% des sols planétaires sont impropres à l'activité agricole parce qu'il n'y a plus de sol, tout simplement. C'est le cas en Amérique du Nord, aux États-Unis et en Afrique subtropicale en particulier. Perte de biodiversité, je l'ai déjà évoqué. Et puis, il y a d'autres enjeux qui sont portés par l'agriculture, qui sont des enjeux socio-économiques comme des enjeux de santé. Alors, il y a à la fois de la malnutrition et de l'obésité, des cancers, des maladies, et ainsi de suite. Et puis l'agriculture, en tout cas ce modèle est source, à travers son activité financière, est source de désordre politique. Ça peut être de la pauvreté, des inégalités ou de l'accaparement des terres. Donc ça recouvre tout ça, en fait, l'agriculture. Ça en fait un problème systémique qui appelle, si on veut essayer de changer la trajectoire, des solutions également systémiques. Alors je vais revenir quand même sur les pesticides rapidement, pour vous dire que ce n'est pas un problème nouveau, évidemment. On utilise des pesticides en agriculture depuis les années 50, 60, en tout cas à dose importante. Il y a eu un certain nombre de plans à l'échelle nationale pour essayer de diminuer l'utilisation des pesticides en agriculture. Je ne vais pas les résumer ici. Il y a des plans d'ailleurs qui sont aussi au niveau européen. Le résultat de ces plans, il est là. Ça, c'est l'utilisation des pesticides en France. Avec les différents plans qui ont été mis en place, et vous voyez que ça n'a eu aucun effet. L'objectif des plans Ecophyto, c'est de diminuer par 2 l'utilisation des pesticides en France. On en est à la 3e version de ce plan, et il n'y a pas l'ombre d'une diminution, ou à peine peut-être détectable dans les dernières années, alors que l'objectif c'était donc de diminuer de 50%. Donc, et pour l'essentiel, cette diminution provient de la suppression progressive des molécules les plus dangereuses et les molécules cancérigènes. Donc ils sont maintenant interdites de vente, il y a eu beaucoup de molécules interdites récemment, et donc ça diminue l'utilisation des pesticides en France. Mais vous savez qu'il y a quelques signes avant-coureurs de retour en arrière potentiel. Il y a la fameuse loi du plomb avec les néonicotinoïdes, et puis beaucoup moins connu du grand public, mais il y a quelque chose d'encore plus important à l'échelle européenne, qui consiste à supprimer, grosso modo, l'évaluation environnementale des pesticides, et notamment de la supprimer. Vous savez qu'elle est réévaluée, ces pesticides sont réévalués tous les 10 ou 12 ans, de supprimer cette réévaluation, c'est-à-dire qu'un pesticide serait autorisé ad vitam aeternam. C'est parti pour être voté, hein. C'est pas de la science-fiction. Alors ces pesticides, on a vu qu'ils avaient des effets sur les oiseaux, mais ils ont aussi des effets sur la santé, et des effets qu'on commence à mesurer, à quantifier de manière très sérieuse, notamment au niveau des cancers. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent des liens directs maintenant entre l'utilisation d'un certain nombre de pesticides et un certain nombre de cancers. Et ça, ce sont des données qui proviennent d'un registre de cancers qui est celui de Poitou-Charentes, dont vous faites partie. Hein. Notre région, en fait, nos départements en font partie, et qui montrent que le nombre de cancers à l'échelle de la région est en augmentation, et en augmentation tout à fait sérieuse, puisque c'est entre 1 et 2% par an, ce qui est énorme. Et pour certains cancers, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus 11% de cancers à l'échelle des 5 ou 6 dernières années. Et je suis malheureusement désolé de vous le dire, mais le département de la Charente est en tête de peloton au niveau de la région Poitou-Charentes. Il y a un excès de cancer dans la région, dans le département de la Charente.
avec un certain nombre de cancers qui sont particulièrement problématiques, comme le cancer du pancréas. Vous voyez ici plus 19% dans le département de la Charente. Et puis l'existence, semble-t-il, de clusters pédiatriques qui viennent d'être publiés l'an dernier par ce registre, à l'image de ceux qui ont fait un peu la presse et les médias en Charente-Maritime, à proximité de La Rochelle. Voilà. Alors, parmi les cancers dont on a maintenant l'évidence qui sont liés aux pesticides et qui sont en très forte augmentation, il y a le cancer du sein. La France est le premier pays au monde en nombre de cancers du sein. Et c'est le pays dans lequel l'augmentation est la plus rapide actuellement. Donc il y a des choses à faire en matière de pesticides et de santé. Et puis le deuxième cancer qui est important, c'est le cancer du pancréas, en plus d'un certain nombre d'autres qui sont connus depuis plus longtemps. Donc tout ça, ça nous amène à nous poser la question au niveau sociétal, finalement, politique aussi, quelle agriculture on veut demain. Et c'est très exactement l'objet de notre projet de recherche, c'est de réfléchir à un modèle alternatif au niveau de l'agriculture. Et je dirais qu'on est un petit peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Il y a un modèle qui est très promu, on va dire, par les financements européens, les financements nationaux, la politique aussi du ministère de l'Agriculture, qui est ce que j'appellerais l'agriculture 4.0, qui est basée sur l'intelligence artificielle, sur les biotechnologies, sur le génie génétique, les manipulations génétiques, les OGM ou les proches OGM qui viennent d'être approuvés à l'échelle européenne. Voilà, c'est une agriculture dans laquelle il y a des drones, des robots, enfin voilà, tout ça. Et puis, de manière alternative, il y a un autre modèle agricole qui est ce qu'on appelle l'agroécologie, dans lequel il y a des fleurs dans les champs, des agriculteurs dans les paysages et des vraies abeilles pour polliniser les fleurs. Alors l'agroécologie, c'est quoi? C'est une science, une pratique et une éthique, je vais la définir dans une ou deux diapos. Et c'est dans ce cadre-là qu'on inscrit notre programme de recherche, donc sur la zone atelier Plaine et Val de Sèvres. C'est un laboratoire à ciel ouvert, en fait. Voilà notre équipe de recherche, on est une vingtaine de personnes, y compris des doctorants, des étudiants. Vous voyez que dans notre équipe, il y a aussi des oiseaux, l'outarde, le dichnème, les abeilles, les cirfes. Donc c'est une équipe, c'est plus que pluridisciplinaire, en fait. Et la zone atelier, donc c'est le sud du département des Deux-Sèvres. Vous avez ici la ville de Niort, la forêt de Chizé. Le violet, c'est le contour de cette zone qui fait 450 km². Il y a à peu près 400 exploitations agricoles, 34 000 habitants. Ce que vous voyez en bleu ciel, c'est une zone Natura 2000 qui a été désignée pour la conservation des espèces emblématiques d'oiseaux. Et ce que vous voyez en rouge, tous les polygones sont des parcelles qui sont en bio. On a 20% d'agriculture biologique à peu près sur cette zone, qui est énorme, en grande plaine céréalière. Et vous voyez qu'elle n'est pas distribuée de manière homogène, et j'y reviendrai tout à l'heure dans l'exposé. Alors l'agroécologie, je ne vais pas être long là-dessus, en fait c'est le mariage, entre guillemets, entre l'écologie et l'agronomie. L'idée c'est d'utiliser les processus écosystémiques, la nature et la biodiversité à des fins de production agricole, tout en respectant cette nature et même, d'une certaine manière, en la soignant. Voilà, donc c'est à la fois une discipline scientifique, agronomie, écologie, mais aussi un ensemble de pratiques agricoles. Et puis, il y a une dimension sociale qu'il ne faut pas négliger dans l'agroécologie. Il y a des aspects éthiques autour de la souveraineté alimentaire, autour d'un partage juste et durable des ressources, notamment des ressources alimentaires. Alors, je vais me concentrer maintenant sur... Justement, je vous ai expliqué que les pesticides, c'était quand même vraiment un problème à la fois pour la biodiversité et pour la santé humaine. Et donc, je vais me concentrer maintenant dans la suite de cet exposé sur la manière dont les agriculteurs pourraient éventuellement arrêter ou moins utiliser de pesticides. En fait, on fait ça depuis maintenant pratiquement 15 ans. On a commencé en 2007 ces études. Et on s'est intéressé au début... Bon, la question, c'est est-ce qu'on peut se passer des pesticides? Je vais vous demander ça. Les agriculteurs, en tout cas ceux qui ont voix au chapitre, les représentants syndicaux notamment, disent non, c'est pas possible. Voilà. Donc ils répondent de manière assez péremptoire. Nous, on est scientifiques, on est chercheurs, on a voulu aller plus loin en travaillant avec les agriculteurs. Et on s'est intéressé au début justement aux herbicides, qui sont les pesticides principalement utilisés en agriculture. Ils sont utilisés pour éliminer les adventices, la flore adventice, donc les coquelicots, les bleuets et plein d'autres espèces. Parce que, du point de vue agronomique, on considère que ces adventices entrent en compétition avec la culture et donc diminuent les rendements. Compétition, par exemple, pour l'azote, pour la lumière, pour l'eau.
Selon ces adventices, elles ont un autre rôle dans les écosystèmes. Elles étaient là bien avant l'agriculture et elles sont très utiles. Elles sont même à la base de ce qu'on appelle les réseaux trophiques ou les réseaux écologiques. Elles nourrissent les oiseaux, les insectes à travers le nectar, le pollen. Et ces réseaux trophiques, notamment les insectes, peuvent avoir des impacts positifs sur les rendements parce que, vous connaissez l'exemple des coccinelles qui mangent les pucerons, c'est ce qu'on appelle le contrôle biologique des ravageurs. Et puis par ailleurs, toutes ces espèces ont un intérêt propre en elles-mêmes par rapport à la conservation de la nature ou par rapport à la santé. Et donc on est allé voir dès 2007 une trentaine d'agriculteurs travailler sur leurs parcelles. On a pris 5 parcelles par agriculteur, donc ça fait 150 parcelles de blé, tout en conventionnel à l'époque. Et on a regardé la flore adventice, mais on a fait aussi des enquêtes auprès de ces agriculteurs pour connaître leur rendement et leurs pratiques, notamment combien d'herbicides et quelle quantité d'herbicides ils utilisaient. Et voilà le résultat, ça date un peu, mais c'est quand même très illustratif. Voilà le résultat principal auquel on est arrivé. Chaque point blanc ici, c'est une parcelle agricole. Vous avez le rendement, qui est ici en quintaux, donc en moyenne c'est 60-65 quintaux hectares. Et puis ici, la quantité d'herbicides utilisés par ces agriculteurs, qui sont tous en conventionnel, je le rappelle. Et nous, naïvement, on s'attendait à trouver une relation positive, c'est-à-dire que plus on utilise d'herbicides, puisque l'herbicide détruit la flore adventice qui rentre en compétition avec le blé, on s'attendait à ce que l'utilisation d'herbicides s'accompagne d'une augmentation de rendement. C'est absolument pas le cas. En fait, c'est non significatif, mais c'est quand même négatif, en fait. Voilà. Et la raison pour laquelle on a cette absence de relation, c'est parce que non seulement les herbicides n'ont pas d'effet sur l'abondance de la flore adventice, vous voyez, c'est plat, donc même si on utilise beaucoup d'herbicides, il y a toujours autant d'adventices, ou aussi peu, ça dépend comment on regarde. Donc il y a premièrement ce phénomène, et deuxièmement, l'abondance de ces adventices n'a pas d'effet non plus sur le rendement. Et en fait, ce graphique ici, c'est le produit de ces deux-là. Donc c'est quand même tout à fait surprenant, ça nous a beaucoup surpris. On a fait des restitutions auprès des agriculteurs qui, dans un premier temps, étaient un peu surpris, puis après, ça leur paraissait normal. Mais donc cette absence de relation entre utilisation d'herbicides et rendement, ça nous a surpris, donc on a voulu aller plus loin, mais ça nous a aussi donné l'idée, donc d'aller plus loin en termes d'explication, mais ça nous a donné aussi l'idée, puisque les herbicides n'augmentent pas les rendements, on peut diminuer les herbicides sans toucher au rendement, a priori. Donc ça donne quand même des portes vers des solutions de réduction de l'utilisation des pesticides. Donc on a testé ça expérimentalement chez les agriculteurs, pour eux, dans leur propre parcelle. Donc on leur a téléphoné les uns après les autres. Et ça, c'est une première série d'expérimentations sur une 60aine de parcelles, où on s'est intéressé à des agriculteurs qui étaient à la fois en bio et en agriculture conventionnelle. Et on leur a demandé de réduire à la fois le désherbage, alors, mécanique chez les bio et à l'utilisation d'herbicides chez les conventionnels, et de diminuer aussi la fertilisation azotée. Donc chez les bio, c'est de la fertilisation organique, type fumier. Chez les conventionnels, c'est de l'azote de synthèse. Voilà. Donc on a fait ça de manière expérimentale chez ces agriculteurs. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc on leur donnait à chacun une petite image de leur parcelle. Il y a des jalons qu'on détecte à peine, hein, et qui délimitent les zones de diminution d'herbicides, diminution d'azote, les deux à la fois. Et le résultat principal de ces expérimentations est résumé ici. Je vais juste prendre la première paire de colonnes vert clair ici. Vous avez la quantité d'adventices, qui est mesurée en biomasse, donc là c'est des grammes par mètre carré, quand il n'y a ni azote ni herbicide, et ici sur cette colonne il n'y a pas de blé, et ici il y a du blé. C'est la seule différence qu'il y a. Et vous voyez que le simple fait de mettre du blé, ça a diminué la biomasse des adventices de 65%. Et on a le même résultat quand on met uniquement de l'azote, donc vous avez sans blé avec blé. Ici il y a uniquement d'herbicide, sans blé avec blé. Et ici, c'est les conditions classiques, avec herbicide et avec azote, et vous avez encore 65% d'écart. En fait, ce graphique, il traduit tout simplement que le meilleur herbicide, c'est le blé. Et c'est pas vraiment une surprise, parce que si le blé n'avait pas été ultra compétitif par rapport aux adventices, il n'y aurait pas eu de blé. Parce que pendant 11 000 ans, on s'est passé complètement d'herbicide et complètement d'azote, pratiquement complètement. Donc c'est pas vraiment une surprise, mais c'est bon de le rappeler aux agriculteurs aujourd'hui qui ont peut-être eu tendance à oublier cette première évidence que finalement l'utilisation des herbicides ne joue que de manière tout à fait ponctuelle et faible sur l'abondance des adventices à partir du moment où on a mis du blé. Et on a même pu, dans le cadre de cette expérimentation,
calculé que les agriculteurs auraient tout intérêt à passer d'environ 200 kg d'azote par hectare et par an à 120 et réduire les herbicides de 30 à 50%, ce qui leur permettrait de maintenir leur rendement, en tout cas avec des baisses à peine détectables, et d'augmenter fortement leur marge, tout simplement parce qu'ils réduisent les charges, parce que l'azote et les herbicides, ça a un coût et c'est pas négligeable. On a même calculé ce différentiel de marge, de gain monétaire, qui est de l'ordre en moyenne de 100 € par hectare et par an, mais qui peut être parfois plus. Alors on a continué ces expérimentations chaque année depuis maintenant 12 ou 13 ans, avec de nouvelles versions de plus en plus sophistiquées chez des agriculteurs. Alors les premières que je vous ai montrées avant, c'est sur des toutes petites surfaces. Là, le petit rectangle rouge ici fait un peu plus d'1 hectare, c'est des très grandes parcelles, là, dans lesquelles l'agriculteur arrête complètement les traitements herbicides ou arrête l'azote. Voilà. Enfin, on a fait vraiment à peu près toutes les combinaisons. Et chez les bio également, et on a même fait des choses très complexes avec les agriculteurs, puisqu'ici on a 16 modalités sur la même parcelle. Il y a plein de fanions partout, là, avec des couleurs différentes. Et donc on a pu faire en conditions réelles des expérimentations agroécologiques très complexes et du coup très instructives. Alors voilà ce que ça donne. Alors on a laissé dans ces expérimentations récentes le choix aux agriculteurs de diminuer d'autant qu'ils voulaient l'azote ou les herbicides. Par exemple, ici, vous voyez que les agriculteurs, chaque colonne, c'est différentes parcelles, ils ont réduit l'azote de 30 kg par hectare jusqu'à 120 à peu près. Et en pourcentage, ça fait entre 25 et 75%. Là, ils ont réduit les herbicides. Alors, il y en a qui ne l'ont pas réduit. Ils ont réduit les fongicides ou d'autres choses. Mais sur les herbicides, c'est 0 ici jusqu'à 100%. Donc, une grande gamme de variations, une grande latitude laissée aux agriculteurs. Et voilà les résultats. Alors ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. C'est le différentiel de rendement. En bleu, c'est les conventionnels, en vert, c'est les bio, mais je vais m'intéresser aux conventionnels ici, par rapport aux traitements expérimentaux de réduction. Et vous voyez que, quelle que soit l'année, les agriculteurs ont perdu entre 4 et 5% de rendement, ce qui est très faible, vraiment très faible. C'est même indépendant de leur quantité de réduction. Et ça a un effet en termes de marge, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. La marge, elle augmente, et vous voyez par exemple en 2022 où l'azote était particulièrement cher, parce que c'était le début de la guerre en Ukraine, le gain par hectare sur du blé était de 250 € en moyenne pour un agriculteur, en réduisant simplement l'azote et les herbicides à peu près de moitié. Voilà, chez les bio, on a également des résultats un peu similaires par rapport à des réductions de labour ou des réductions de désherbage mécanique. Donc ces expérimentations, on en a fait des centaines, on a fait à peu près toutes les cultures maintenant, on a toujours trouvé à peu près le même résultat. Pour le résumer en quelques mots, un agriculteur non conventionnel peut réduire l'azote et les pesticides de l'ordre de 30 à 50% sans modifier de manière détectable son rendement et en augmentant son revenu de 100 à plusieurs centaines d'euros par hectare et par an. Donc en fait, le résultat de ces expérimentations, c'est qu'il n'y a pas vraiment de frein économique. Alors, on a fait d'autres versions de ces expérimentations. Je vous présente ici l'exemple des colzas et des tournesols, où on s'est intéressé à l'impact de la pollinisation, donc de la biodiversité des insectes pollinisateurs sur les rendements et les revenus. Et ce qu'on a montré, c'est que plus les abeilles sont présentes, les points ici sont des parcelles de colza, plus elles sont présentes et abondantes dans la parcelle de colza, plus la contribution de ces insectes à la pollinisation de la fleur de colza est importante. Bon, c'est un peu évident. Quand il n'y a pas d'abeilles, la pollinisation, c'est pratiquement de l'autofécondation. Quand il y a beaucoup d'abeilles, les abeilles fécondent à peu près 60% des fleurs. C'est quelque chose qui a été complètement oublié par ceux qui font de la sélection variétale, en fait. Alors, ce n'est pas sans effet sur les rendements, parce que cette pollinisation par les insectes, elle augmente les rendements en colza. Chaque point, encore une fois, c'est une parcelle. Vous avez ici l'augmentation de la population d'abeilles. Ici, c'est les rendements qui passent de 28 quintaux à peu près 40 quintaux. C'est une augmentation de 40%. C'est tout à fait considérable. La sélection variétale n'a jamais réussi à augmenter de 40% en l'espace de 10 ou 15 ans. C'est même plutôt en diminution, d'ailleurs, les rendements de colza. Mais ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est qu'entre ici et ici, le nombre d'abeilles est multiplié par 100.
Donc un agriculteur qui a 100 fois plus d'abeilles sur sa parcelle peut augmenter ses rendements en colza et en tournesol de l'ordre de 40%. Et ça a un effet également sur sa marge, donc sur le gain à la parcelle, puisque en gros, en moyenne, il va gagner entre 110 et 240 euros par hectare de plus quand il fait appel aux abeilles plutôt qu'à l'agrochimie. En fait, les abeilles sont plus efficaces pour faire en sorte que les agriculteurs gagnent leur vie que l'azote et les insecticides. Alors, tous les agriculteurs à qui on a montré ces résultats ont été parfois un peu dubitatifs et souvent interrogatifs. Ils nous ont dit, bon ok, je réduis les herbicides, il va y avoir de plus en plus d'adventices et au bout de 10 ans, ça sera ingérable. Donc on s'est aussi posé la question, qui peut manger les graines d'adventices pour faire en sorte qu'elles ne deviennent pas trop envahissantes. Et on a trouvé un bon candidat qui est ici l'alouette des champs, c'est un petit oiseau des champs justement, qui était très commun autrefois, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, dont il se trouve que la nourriture en hiver, c'est précisément les graines d'adventice, c'est pour ça que vous en voyez plein dans les champs. Ils mangent beaucoup d'espèces différentes, ils mangent des petites graines, mais ils en mangent vraiment beaucoup. Quand je vous dis qu'ils en mangent beaucoup, ils en mangent à peu près 8 grammes par jour, une alouette ça pèse 40 grammes, et 8 grammes de graines adventices, c'est à peu près 5000 graines par jour qu'ils mangent. Hein. C'est des graines minuscules hein, pour l'essentiel. Alors par ailleurs, on a comptabilisé combien il y avait d'alouettes sur notre zone. On a trouvé, selon les années, qu'il y en avait entre 500 000 et 1 million. Et quand on a calculé la consommation de graines par hiver par toutes ces alouettes par rapport à la production de graines dans les champs, on a constaté que les alouettes à elles seules étaient capables d'éliminer à peu près 40%, on va dire en moyenne, de l'ensemble de la production de graines d'une année. Ce qui est quand même énorme. Hein. C'est rien que les alouettes. Après, vous avez les fourmis, les carabes, il y a plein d'insectes qui mangent également les graines. Et on a d'ailleurs vérifié sur le terrain, parce que ça, c'est des carottages dans le premier centimètre de terre qu'on a fait dans 5 cultures différentes. Vous avez décembre, janvier, février, mars. Et vous voyez que l'abondance des graines diminue au cours de l'hiver. Et au printemps, il ne reste plus que 5 à 10% de la quantité de graines qu'il y avait au début de l'hiver. Et ça, c'est essentiellement sous l'effet de la prédation par les insectes et par les alouettes. Donc la nature est bien faite finalement. Il y a, y compris dans la nature, un agent de contrôle biologique, qui est l'oiseau, qui est capable de maintenir les populations d'adventices à des niveaux faibles et en tout cas acceptables pour les agriculteurs. Alors ça, c'est le bon côté de l'histoire. On a fait plein d'expérimentations avec 130 agriculteurs. On a travaillé sur plus de 500 parcelles, maintenant pas loin de plutôt 600. Et pourtant, après 12 ans de ces expérimentations, on n'a pas observé de changement majeur dans les pratiques agricoles des agriculteurs, y compris ceux qui ont fait ces expérimentations. Ça nous a beaucoup interrogés, parce que ces expérimentations, elles montrent que l'agroécologie est non seulement faisable, mais qu'en plus elle est rentable. Et ce que nous, on a montré, bien d'autres études, notamment pilotées par le ministère de l'Agriculture, ont montré exactement la même chose. Les pratiques agroécologiques, par exemple le bio, mais pas seulement, sont très rentables pour les agriculteurs. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres freins, d'autres freins que le frein économique qui empêchent cette transition. Et c'est pour ça qu'à partir de 2018, on a quand même pas mal changé notre programme de recherche et on s'est intéressé de manière plus globale, pas seulement à l'agriculture, mais plus globale à l'échelle du territoire, aux dimensions alimentaires et de santé. Et on organise ce programme maintenant, aujourd'hui, autour des solutions fondées sur la nature. Donc c'est un concept qui est issu du monde politique, en fait, économique et politique, c'est pas écologique, comme on aurait pu s'y attendre. L'idée, c'est que la nature, elle est résiliente, elle est capable de produire des systèmes de régulation, par exemple des crues, des tempêtes, et qu'on pourrait peut-être utiliser ces solutions, ou en tout cas s'en inspirer, pour répondre à un certain nombre de problèmes environnementaux. Et je vais prendre un exemple pour illustrer les solutions fondées sur la nature, qui est l'exemple de l'eau et du stress hydrique, qui est de plus en plus fréquent maintenant au printemps et en été, non seulement pour les cultures, mais aussi pour les écosystèmes, et pourquoi pas, ça pourrait apparaître pour l'eau de boisson. Alors ça veut dire quoi une solution fondée sur la nature pour répondre à la problématique du stress hydrique? Alors je vais d'abord prendre ce qui n'est pas une solution fondée sur la nature. Ça, c'est une solution technologique. Alors c'est une technologie assez simple, on fait un trou avec des pelleteuses, puis on met du plastique, ça s'appelle une méga-bassine, mais c'est tout sauf une solution fondée sur la nature. Bon, voilà. C'est comme ça qu'aujourd'hui, un certain nombre d'agriculteurs et de politiques publiques
répondent à la problématique de la raréfaction de la ressource en eau et du stress hydrique. Mais il y a d'autres moyens de faire. Mais pour les illustrer, je vais me projeter sur les 50 dernières années pour vous montrer ce qu'on a fait, qui est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé par faire? On a rectifié les cours d'eau. Les cours d'eau étaient autrefois très méandrés, on les a orthorectifiés, canalisés, parfois on a même mis des digues au bord. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On augmente la vitesse du courant, on va plus vite en ligne droite que quand il y a des virages, l'eau c'est pareil, et donc on évacue l'eau plus rapidement vers l'océan, et donc plutôt que d'aller dans les nappes phréatiques, cette eau va dans la mer. C'est pas forcément mauvais pour la mer, on ne la perd pas l'eau, mais en tout cas on l'empêche d'entrer dans la nappe phréatique. Ça, c'est ce qu'on a fait pratiquement sur tous les cours d'eau, alors parfois depuis des siècles, mais beaucoup depuis ces dernières décennies. Ce qu'on a fait en parallèle, c'est que souvent, on a mis des digues où on a un peu surélevé les bords sans que ce soit des grosses digues de ces cours d'eau ortho-rectifiés, et ça a empêché les inondations, les crues, les zones de crues. Alors évidemment, quand ça tombe dans les maisons, on est plutôt content, mais autrefois, il y avait des grandes zones d'inondation qui étaient des prairies, qui s'inondaient tous les hivers, et ça avait un avantage énorme par rapport aux nappes phréatiques, c'est que cette eau, elle était piégée dans ces prairies. Quand le niveau de la rivière diminuait, elle ne retournait pas dans la rivière, et donc elle n'avait comme unique possibilité que de s'écouler verticalement dans la nappe phréatique. Donc on a rectifié les cours d'eau, on a empêché ces zones d'inondation, donc deuxième raison pour laquelle les nappes phréatiques aujourd'hui se remplissent beaucoup moins facilement. Troisième raison, on a éliminé les prairies et les arbres. Très mauvaise idée. Quand vous avez de la pluie qui tombe sur du béton ou sur une terre en labour, à peu près 100% de cette eau, par capillarité, descend dans les cours d'eau et dans la mer. Quand vous mettez une prairie, il y a à peu près 20% de l'eau qui est retenue dans les feuilles de la prairie, et donc qui reste sur place, et qui ira dans les sols et la nappe phréatique. Et quand vous avez des arbres, c'est plutôt 40%, y compris en hiver, hein, c'est pas seulement en été. Donc on a éliminé tout ça, les prairies, les arbres, le bocage. Et donc encore une fois, on a accéléré l'évacuation de l'eau en mer. Dernière chose qu'on a faite, c'est que la matière organique, qu'on appelle l'humus que vous avez dans vos jardins, mais qui existe aussi dans les terres agricoles, dans les parcelles agricoles, eh bien, cette matière organique, elle a beaucoup diminué du fait du labour et de l'utilisation de l'azote de synthèse. On a perdu à peu près entre 50% et 75% de la matière organique au cours des 50 dernières années. Cette matière organique, elle a une capacité de rétention hydrique grâce à l'argile qui permet à l'eau d'être capturée pendant l'hiver et restituée aux racines, ça peut être des mois plus tard. Donc c'est de l'eau qui est vraiment emprisonnée dans la terre et dans le sol. Et puis dernière chose, c'est qu'on a éliminé les castors. Ça peut faire sourire, mais les castors, ça fait des barrages, ça retient l'eau dans les bassins versants. Et ça fait moins sourire quand on sait qu'en Angleterre, au Canada, où il y a eu des études là-dessus, il a été montré que dans les épisodes caniculaires, les bassins versants avec castors avaient des productions agricoles et sylvicoles bien plus élevées que les bassins versants sans castors, parce qu'ils retiennent l'eau. C'est ce qu'on appelle les ingénieurs des écosystèmes. Donc tout ce que je vous ai montré, c'est exactement ce qu'on a fait au cours des 50 dernières années, et c'est très exactement l'inverse des solutions fondées sur la nature pour retenir l'eau dans les écosystèmes. Donc c'est très simple, aujourd'hui il faut faire l'inverse. Il faut reméandrer les cours d'eau, remettre des prairies, remettre des arbres et remettre de la matière organique dans les sols. Tout ça, on sait comment faire. Il n'y a juste aucune politique publique aujourd'hui qui le fait. Ça coûterait beaucoup moins cher et en plus on sait par avance le résultat qu'on obtiendrait. Voilà, alors je termine cette dernière partie sur notre programme, qui est un programme qui est très vaste aujourd'hui, puisque je vous ai parlé de l'eau, on aborde l'eau dans le cadre de l'agriculture. On essaye justement actuellement de reméandrer, de restaurer de manière écologique un cours d'eau entier, enfin une tête de bassin versant. C'est un toute petite rivière qui s'appelle la Courance, mais qui traverse notre zone d'étude. Et on travaille aujourd'hui avec des agriculteurs pour mettre de l'agroforesterie, remettre des prairies inondables. On vise de remettre des centaines d'hectares de prairies inondées l'hiver, de remettre des mares à pas mal d'endroits, de travailler aussi sur la source. Là, c'est l'exemple d'une restauration d'une prairie où le cours d'eau a été reméandré, c'était rectiligne avant. Il est reméandré, c'est une prairie qui est actuellement inondée, parce qu'il a quand même pas mal plu. Voilà, donc c'est un projet qui est très vaste et qui inclut aussi une dimension importante autour de la santé.
notamment avec les habitants du territoire avec qui on travaille, pour essayer de concevoir des solutions collectivement pour améliorer à la fois la santé des humains, la santé de la biodiversité, la santé de l'environnement, c'est-à-dire la santé du territoire. Donc je vais détailler dans un instant un petit peu ce qu'on fait au niveau de la santé. On travaille aussi sur l'alimentation, je donnerai un ou deux exemples, et puis bien évidemment sur l'agriculture et les oiseaux qu'on utilise comme des indicateurs de l'état de santé de l'environnement et donc indirectement de notre propre état de santé. Donc c'est ce que je vais détailler dans quelques diapos maintenant. Alors comment est-ce qu'on travaille? Vous avez le pourtour de la zone atelier ici, il y a des communes, et chaque année on travaille avec 2 communes supplémentaires. Donc on a commencé il y a 4 ans maintenant, cette année on va faire la 9e et la 10e commune. Et donc dans ces villages, dans ces communes, on fait plein d'interventions avec les habitants, avec les conseils municipaux, avec les élus, avec des associations. Et puis vous voyez qu'il y a des communes sur lesquelles pour l'instant on ne fait rien. Et donc on va comparer les communes sur lesquelles on met en place des actions aux communes sur lesquelles on ne fait rien, ou aux villages sur lesquels on ne fait rien, pour mesurer l'effet de nos actions. Voilà. Puis après on a des actions globales à l'échelle de l'ensemble du site d'études, notamment au niveau des études, des suivis et de la communication. Donc ça c'est un petit peu le dispositif qu'on met en place. Et les actions qui sont mises en place dans les villages, c'est pour l'essentiel de l'animation citoyenne. On se met à la disposition, si vous voulez, des communes ou des associations qui existent sur place. Et on a l'objectif de sensibiliser les acteurs du territoire, de soutenir leur capacité de conception de nouvelles solutions ou de catalyser leurs initiatives. Alors ça peut prendre des tas de formes. Chaque commune, chaque village met en place ce qu'ils ont envie. C'est très différent d'un village à l'autre, c'est d'ailleurs très riche. Et dans certains cas, ça a consisté dans des animations théâtrales et donc artistiques. J'en viens à la santé, parce que c'est vraiment un point très important qui est actuellement développé par Sabrina, précisément, autour de ce qu'on appelle la santé environnementale, mais on a une approche un petit peu particulière de la santé environnementale, qui s'appelle EcoHealth. Alors pourquoi elle est particulière? Parce que on voit souvent la biodiversité, on l'a vu avec le Covid, comme plutôt une source de pathogènes, des choses dont il faut se protéger. Un environnement potentiellement porteur de maladies et de pathogènes dont on cherche à se protéger. C'est ça la vision de la santé environnementale. Nous, on se propose plutôt de regarder comment la biodiversité et la nature sont des sources d'amélioration de la santé, au même titre que les solutions fondées sur la nature. Et donc c'est ça l'objectif de notre projet Santé des territoires. Donc on a un certain nombre d'axes. Et surtout on essaye de rendre ce concept opérationnel, parce que beaucoup de gens parlent de la santé environnementale, mais à part prononcer le mot, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière et ce que ça veut dire. Donc voilà, on travaille sur différents modèles d'études. On a une étude sur les maladies des céréales. Je vous rappelle, c'est la santé environnementale, donc c'est pas que la santé des humains, et on s'intéresse aussi à la santé des plantes et la santé des cultures, et on regarde comment la diversité des cultures, à la fois dans les parcelles ou entre les parcelles, et la diversité du paysage peut diminuer la prévalence des maladies du blé. On a aussi un autre projet sur la maladie de Lyme, qui est une maladie qui est portée par des bactéries qui sont véhiculées entre autres par des tiques, mais aussi par d'autres organismes comme les petits mammifères ou les renards et les grands mammifères comme les chiens ou les vaches, avant d'arriver jusqu'à l'homme. Et là encore, on regarde le rôle de la biodiversité. Et puis on a ce projet sur les pesticides qui porte à la fois chez les humains, les non-humains que sont les oiseaux, et l'environnement des habitants. Donc tous ces projets qui sont menés en parallèle, c'est pour rendre ce concept une seule santé opérationnelle. Et on travaille pour ça avec les acteurs du territoire, les collectivités, mais aussi évidemment le monde médical. Alors, on a organisé notre échantillonnage et les villages avec lesquels on travaille de manière à avoir chaque année un village qui est entouré principalement de bio et un autre village principalement entouré d'agriculture conventionnelle pour les contraster. Et puis les maisons, les jardins dans lesquels on travaille chez les habitants sont à des distances variables des parcelles cultivées. Et donc on utilise ces deux gradients pour essayer de comprendre comment l'agriculture peut exposer ou impacter la santé d'un peu tout le monde, puisqu'on travaille sur la santé des animaux sauvages comme les oiseaux, mais aussi la santé des animaux domestiques comme les chats. On mesure les pesticides dans un grand nombre de matrices.
On fait des analyses de résidus de ces pesticides et puis on travaille également sur les impacts sur la santé à la fois chez les oiseaux et chez l'homme. Chez l'homme, c'est les impacts notamment sur le microbiote intestinal, qui est un bon indicateur de l'état de santé général. Alors on fait aussi beaucoup d'animations auprès des scolaires pour voir et comprendre et essayer de générer l'idée d'interdépendance entre notre santé et la santé des écosystèmes, des animaux et des plantes. On fait ça avec un certain nombre d'associations et d'ONG, avec du travail auprès de un grand nombre de classes chaque année, puisque chaque année on a à peu près une vingtaine de classes qui sont impliquées dans le programme, dans les villages sur lesquels on a mis justement en place ce projet. Et puis après il y a une grande restitution, voilà, et on essaie de faire expliciter aux enfants comment ils voient l'interdépendance entre leur santé, la santé de leurs parents, de leurs amis, mais aussi de leurs animaux et de la nature autour d'eux. Ce qui est très intéressant. Voilà. Et puis on essaye de mettre en place des solutions pour réduire l'usage et l'exposition des pesticides avec les habitants. D'une part avec les agriculteurs, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On essaye de voir aussi avec les habitants comment ils peuvent réduire cette exposition aux pesticides. Je n'ai pas de diapo là-dessus, mais juste pour vous dire qu'on a travaillé sur les poussières dans les habitations. On collecte des poussières au sol et sur les meubles. Et donc on a des résultats qui sont apparus en 2025 sur un total de 6 villages et d'à peu près 80 foyers. Et juste pour vous donner un élément peut-être un peu marquant, on a trouvé dans 100% de ces foyers la présence de DDT. C'est une molécule qui est interdite depuis 1970. C'est la molécule du printemps silencieux de Rachel Carson. Elle est présente dans la totalité des poussières, de la totalité des foyers. Ne me demandez pas comment ni pourquoi, on est incapable de l'expliquer, simplement il est là. Une des raisons, c'est la rémanence probablement de cette molécule. Donc à travers tous ces résultats, on essaye de produire chez les habitants des villages, mais aussi chez le monde professionnel de la santé et dans les collectivités, l'envie d'aller vers moins de pesticides, moins d'exposition, moins d'utilisation de la part des agriculteurs. Et on met en place pour suivre les conséquences de ce projet une cohorte au sens médical du terme, une cohorte qu'on appelle la cohorte Novland, qui est une cohorte partenaire en fait, avec les habitants mais aussi avec les oiseaux. Il y a des oiseaux dans cette cohorte. Elle est sur le long terme, elle est longitudinale donc, et elle est expérimentale puisqu'on essaye d'entraîner les habitants à s'exposer moins aux pesticides, aux agriculteurs en utiliser moins, et donc on a l'ambition de voir comment un certain nombre de pathologies vont diminuer, mais aussi la santé, le mental, le bien-être devraient augmenter. Voilà. Donc ça, c'est un programme qui est en cours. On a actuellement plusieurs centaines de foyers dans cette cohorte et on a l'ambition de l'étendre à l'ensemble de la zone atelier sur les 10 ou 15 prochaines années. Voilà, et puis pour conclure, donc cet exposé peut-être un peu long, je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé l'heure, mais si je pouvais vous adresser un message, entre guillemets, qui peut être aussi la base de discussion. J'ai démarré sur le changement climatique et le CO2, et c'était tout à fait à dessein, je l'ai fait sciemment, pour vous dire que c'est une vision très simpliste et très réductrice des crises environnementales qu'on voit aujourd'hui. Parce que le changement climatique, en fait, c'est qu'un symptôme de ces crises systémiques en cours et à venir. Ce que font les climatologues du GIEC, c'est utiliser un thermomètre, mais le thermomètre ne vous donne pas la solution. Et entre autres, la solution, c'est pas la saignée, comme on faisait au Moyen-Âge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que résoudre la problématique du changement climatique, donc changer par exemple d'énergie, ça ne résoudra rien à la crise de la biodiversité, parce que les deux phénomènes sont complètement indépendants. Le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, ils ont des causes différentes et des temporalités différentes. En gros, le changement climatique, il est plutôt à venir. La crise de la biodiversité, c'est en cours, et ça a commencé il y a 2 siècles. Et donc, en changeant de type d'énergie, on ne changera rien à l'avenir des arbres, des abeilles et de la biodiversité de manière générale. C'est quelque chose qu'il faut absolument garder en mémoire et qui n'est absolument pas médiatisé. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la manière dont on consomme et dont on gère les ressources. Alors, qu'elles soient finies ou infinies, on les gère de manière non durable, via avant tout des process d'extraction et d'exploitation. Et donc c'est ça qu'il va falloir changer. Il va falloir le changer en intégrant ou en réintégrant le vivant
dans notre gestion des ressources. Et au passage, ça va nous aider peut-être à résoudre en partie la problématique du changement climatique, parce que le seul outil dont on dispose aujourd'hui pour capturer du carbone atmosphérique, et il va falloir qu'on en capture pour diminuer le CO2 dans l'atmosphère, ça s'appelle la photosynthèse, c'est les plantes, c'est la nature. On n'en a pas d'autres aujourd'hui. Donc prendre soin de la nature, ça peut nous aider aussi à résoudre le problème du changement climatique. Voilà, donc cette gestion des ressources, elle doit s'appliquer aussi à l'agriculture. L'agriculture, c'est pas simplement un moyen de produire de la nourriture, c'est même pas simplement un moyen de stocker du carbone, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Elle en déstocke. Mais plein d'agriculteurs proposent que l'agriculture devienne un moyen de stocker du carbone. Non, l'agriculture, c'est aussi un moyen de régénérer la nature. On en est certes très loin, mais il faudrait qu'on aille dans cette direction. Et du coup, l'effondrement de la biodiversité, c'est pas juste l'autre problème, c'est en fait aujourd'hui le problème majeur et prioritaire. C'est un discours que vous n'entendez absolument pas, ni dans les médias, ni dans les politiques, mais on se trompe de cible aujourd'hui. La priorité devrait être la biodiversité. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'ai amené un bouquin qui résume ce récit. Merci beaucoup Vincent pour ces présentations exceptionnelles qui nous montrent